Voici comment atteindre des performances optimales en trading, Tom Hougard. Ce que je vais partager avec vous m'a pris des décennies à apprendre. Donc, si vous vous souciez vraiment de votre futur en tant que vendeur, regardez cette vidéo jusqu'au bout. C'est l'histoire d'un être humain assis devant l'un des environnements les plus psychologiquement difficiles jamais créés, complètement impréparés à ce que cet environnement ferait pour leur esprit. J'ai traité professionnellement pendant plus de 2 décennies. J'ai traité par des brûlures et des boules, par des moments de complète certitude et de complète chaos. J'ai fait plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé possible. Et j'ai donné des comptes qui me rendent toujours inconfortable de dire en l'air. Et après tout cela, après toutes les victoires et les pertes, les nuits sans sommeil et les moments de pure clarté, je peux vous dire avec absolue confiance que le marché n'est pas votre vrai ennemi. Vous l'êtes, et ce n'est pas un statement dramatique. C'est simplement la vérité qui sépare les vendeurs qui réussissent éventuellement de la vaste majorité qui ne le font jamais. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quand la plupart des vendeurs se battent, ils cherchent des solutions dans les endroits erronés. Ils achètent un autre indicateur. Ils trouvent une autre stratégie. Ils lisent plus de livres sur l'analyse technique. Ils regardent plus de vidéos sur les signaux d'entrée. Ils ajoutent plus d'écrans, plus de données, plus d'outils. Ils croient, profondément, que s'ils trouvent juste le bon système, le bon setup, la bonne combinaison de facteurs, tout va tomber en place. Et voici la réalité douloureuse. La plupart des vendeurs qui se battent déjà ont un système qui fonctionne. Si vous avez pris leur stratégie et l'avez testée sur papier, vous avez enlevé toute l'interférence émotionnelle, vous avez enlevé toute la seconde preuve et la hésitation, et les entrées et sorties prématures, et les positions dépassées, vous pourriez probablement trouver une stratégie qui a un vrai bouton. La stratégie n'est pas le problème. L'exécution est le problème. Et l'exécution est entièrement psychologique. Pensez à ce qui se passe en fait quand vous vendez. Vous voyez un setup. Immédiatement, avant même de mettre le marché, votre cerveau commence à travailler contre vous. Il vous rappelle les 3 dernières pertes. Il vous dit que celui-ci pourrait faire mal aussi. Il commence à calculer comment vous allez vous sentir si ça va mal. Il vous pose la question de savoir si vous avez vraiment compris le modèle. Il trouve 10 raisons pour lesquelles ce setup particulier est un peu différent du exemple en texte. Et tout cela se passe en secondes. Au moment où vous mettez le marché, même si vous le mettez du tout, vous êtes déjà compromis. Vous avez déjà alterné la taille de votre position à cause de la peur. Vous avez déjà mis votre stop trop proche parce que votre cerveau veut une route d'escape. Vous avez déjà planifié votre sortie au premier signe de problème plutôt que de laisser le marché se développer de la manière dont votre stratégie dit qu'il devrait. Ce n'est pas un problème de stratégie. C'est un problème de psychologie. J'ai appris cela de la manière difficile. Tôt dans ma carrière, j'avais des périodes où je ne pouvais rien faire de mal. Les marchés se passaient, la confiance était élevée, l'argent venait. Et ensuite, j'avais une mauvaise semaine. Quelques pertes en un coup. Rien d'unique, rien qui devrait être un désastre. Mais au lieu de rester avec mon processus, j'allais commencer à m'adapter. J'allais changer mes règles, j'allais trader différemment, j'allais hésiter où j'aurais dû être décisif. Et j'allais être agressif où j'aurais dû être patient. Ce que j'étais en train de faire, c'était de réagir à mon état émotionnel, pas au marché. Le marché n'avait pas changé. Mon système n'avait pas changé. J'avais changé. Et chaque changement que j'ai fait de ce lieu émotionnel, a fait des choses pires. Je ne tradais plus. Je survivais. J'essayais de arrêter la blessure. J'essayais d'obtenir de l'argent. Et c'est l'un des états mentaux les plus dangereux qu'un trader peut être dans. Parce que quand vous essayez d'obtenir de l'argent, vous ne pensez pas clairement. Vous pensez émotionnellement. Et le marché n'a pas intérêt à vos émotions. Le marché ne sait pas que vous êtes en retard pour la semaine. Le marché ne lise pas ses mouvements parce que vous avez besoin d'un marché de récupération. Le marché fait simplement ce qu'il fait. Et si vous n'êtes pas dans le bon état mental pour répondre à ce sujet avec précision, vous allez payer un prix. Cela m'amène à la peur. Et je veux parler de cela honnêtement. Parce que la peur est quelque chose que chaque trader ressent. Et très peu de traders s'adaptent à ça. La peur et le trader prennent différentes formes. Parfois, c'est la peur de la perte. Vous voyez une position se déplacer contre vous et le ressenti dans votre ventre est physique. Vrai, c'est votre corps vous disant que quelque chose de dangereux se passe. Le problème, c'est que votre corps ne peut pas dire la différence entre un tigre dans la jungle et un marché qui se déplace 20 points contre vous. La réponse physiologique est similaire. Les chemins de stress sont libérés. Votre cœur bat plus vite. Votre pensée s'arrête. Vous arrêtez de voir la picture complète et vous vous concentrez entièrement sur la menace. Cette réponse est conçue pour vous garder en vie dans la nature. Elle n'est pas conçue pour aider les marchés. Et si vous n'apprenez pas à la gérer, elle va contrôler chaque décision que vous faites. Il y a aussi la peur de perdre. Le marché que vous n'avez pas pris le travail parfaitement, le setup que vous avez hésité à cela est devenu un mouvement de 500 points.
Cette peur est aussi destructrice que la peur de perdre parce qu'elle vous empêche de chasser, d'interligner, de prendre des setups qui ne sont pas vraiment là, de forcer les marchés parce que vous ne pouvez pas tenir en regardant les opportunités vous passer. J'ai ressenti les deux de ces peurs intensément et la seule façon que j'ai trouvé de passer au-delà n'était pas de les éliminer. Vous ne pouvez pas éliminer la peur. Vous ne pouvez que changer votre relation avec elle. L'investissement clé qui a changé tout pour moi était ceci. La confiance dans le marché ne vient pas de la certitude. La certitude est une fantaisie. Vous ne saurez jamais si un marché va fonctionner. Pas avec 20 ans d'expérience. Pas avec la meilleure analyse. Pas avec les outils les plus puissants. Chaque marché est incertain. Chaque seul. Et si vous attendez la certitude avant d'agir, vous attendrez pour toujours. La vraie confiance dans le marché vient de votre processus. De savoir que vous avez préparé bien. De savoir que vous avez fait ça auparavant. De savoir que votre approche a un bord au cours du temps. Même si un seul marché peut faire erreur. C'est là que la confiance vit. Pas dans l'outil, dans la préparation et l'exécution. Quand j'ai commencé à approcher le marché de cette façon, quelque chose a changé. J'ai arrêté de devoir gagner chaque marché. J'ai commencé à penser en termes de la série des marchés, pas le marché individuel. J'ai commencé à comprendre que la perte sur n'importe quel marché ne me dit presque rien sur le fait que mon système fonctionne. Une perte est juste un point de données. C'est expecté. C'est une partie du processus. C'est ce que je veux dire quand je dis que vous devez penser en probabilité. La plupart des marchés pensent en termes de ce marché. Va-t-il gagner ce marché? Ils attachent un énorme poids émotionnel à chaque résultat. Quand le marché gagne, ils se sentent validés. Ils se sentent intelligents. Quand ils perdent, ils se sentent incompétents. Ils se posent des questions. Ils s'éloignent. Les marchés élites pensent différemment. Ils comprennent que leur bord joue sur des centaines et des milliers de marchés, pas un ou deux. Ils comprennent qu'un seul marché est essentiellement random. Vous pouvez avoir une bonne préparation et être arrêté. Vous pouvez avoir une préparation médiocre et attraper un énorme mouvement. Les résultats individuels ne vous définissent pas. L'application consistante d'un processus, au cours du temps, vous définit. Lorsque vous absorbez vraiment cette idée, cela change la façon dont vous expériencez le marché. Les pertes s'arrêtent d'être catastrophiques. Elles deviennent des coûts expectés de faire de l'entreprise. Vous arrêtez de prendre des pertes personnellement. Vous arrêtez de laisser une mauvaise matinée détruire votre après-midi. Vous arrêtez de porter le poids des marchés d'hier dans la session d'aujourd'hui. Et cela m'amène à un contrôle émotionnel sous pression. Parce qu'il y aura de la pression. Il y aura des jours où rien ne va bien. Il y aura des étapes de détente qui testent chaque pièce de discipline que vous avez construite. La question n'est pas si ces périodes arriveront. Elles arriveront. La question est qui vous êtes quand elles arriveront. J'ai passé des détentes qui m'ont posé des questions sur si je devais continuer à trader du tout. Pas parce que mon système s'est arrêté de fonctionner, mais parce que le poids émotionnel des pertes était tellement élevé que je ne pouvais plus voir clairement. Je faisais des décisions au lieu de douleur et de désespoir, plutôt que de clarté et de processus. La solution n'est pas d'essayer plus fort dans ces moments. Essayez plus fort quand votre état d'émotion est compromis et comme essayer de conduire plus vite quand vos pneus sont plats. Vous allez juste faire plus de dégâts. La solution est de ralentir. Réduisez votre taille. Parfois arrêtez de trader complètement pendant un jour ou deux. Laissez votre état d'émotion s'arrêter. Laissez la poussière s'arrêter. Retournez au marché nouveau. Cela prend de l'énorme discipline. Parce que l'impulse émotionnel dans une détente est de trader plus, pas moins. Pour récupérer les dégâts plus vite. Pour montrer à vous-même et au marché que vous êtes encore capable. Mais cet impulse est l'une des forces les plus destructrices dans le trading et apprendre à l'éviter est l'une des plus importantes compétences que vous pouvez développer. Le management des risques est là où la psychologie et le trading pratique se rencontrent. Et je ne veux pas dire le management des risques dans le sens du texte de garder votre taille de position appropriée. Je ne prends pas seulement des risques financiers. Je prends des risques psychologiques. Je fais que c'est presque impossible de penser clairement. Parce que chaque bout de mouvement a un impact physique sur mon état. Chaque petit mouvement contre moi trigger la réponse de peur. Chaque moment où le trade fonctionne, je suis effrayé que cela revienne. Je ne peux pas voir le marché clairement parce que tout ce que je peux voir est l'argent. Quand je trade avec une taille de position qui me permet de respirer, quelque chose de remarquable se passe. Je peux voir le marché. Je peux regarder l'action du prix avec un peu d'objectivité. Je peux laisser le trade se développer sans paniquer au premier moment de l'adversité. Je peux garder un gagnant plus longtemps parce que je ne suis pas effrayé de donner de revenus. Le vrai but du management des risques n'est pas seulement de protéger votre compte. C'est de protéger votre esprit. C'est de vous garder dans un état où vous pouvez prendre des bonnes décisions. Parce qu'un trader calme, clair couché et modeste, va dépasser un trader brillant mais émotionnellement volatile chaque fois. Et cela se connecte directement au rôle de la patience.
Une des choses que j'ai remarqué au cours de plusieurs années, c'est que la majorité des meilleurs trades m'arrivait de m'attendre. Pas d'activité constante, pas d'être dans le marché tout le temps, regarder chaque tic. Il m'arrivait de sélectionner prudemment, de m'attendre pour les conditions que j'avais identifiées, de ne pas remplir le temps avec les trades juste parce que j'étais là devant les écrans. L'overtrading est l'un des détruits les plus communs de la performance des trades. Et ce n'est pas primairement un problème financier, c'est un problème psychologique. L'overtrading vient de la boredom, de la nécessité de faire quelque chose, de la désespoir de s'asseoir dans le cash pendant que le marché se déplace, de la peur que vous manquiez de quelque chose, de la nécessité de vous sentir productif, de vous sentir comme si vous aviez gagné votre temps à la table. Mais la performance des vrais trades a souvent l'air de rien. Ça a l'air d'être un professionnel qui s'assoit doucement, qui regarde, qui attend, puis qui bouge avec précision quand le moment arrive. Puis qui s'assoit encore doucement. Le travail est invisible à l'observeur extérieur parce que tellement de choses sont mentales. Tellement de choses sont le travail de ne pas agir. Je me souviens des périodes où je s'assois pour des heures sans prendre un seul trade. Pas parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Il y a toujours du mouvement. Mais parce que le mouvement que je voyais ne correspondait pas à mes critères. Et ces jours-ci, ces jours disciplinés, étaient souvent plus valables que les jours actifs. Parce que je protégeais mon bord. Je ne le diluisais pas avec des trades d'égalité. Je attendais les situations où les conditions favorisaient fortement mon approche. Les meilleurs traders que j'ai jamais vus tous partagent cette qualité. Ils sont sélectifs. Ils peuvent s'asseoir pendant longtemps sans agir. Ils n'ont pas peur d'inactivité. Ils comprennent que parfois le meilleur trade que vous pouvez faire est celui que vous choisissez de ne pas prendre. Maintenant, je veux parler d'une chose qui n'est rarement discutée dans l'éducation du trade, mais que je considère absolument essentielle. Protégez votre énergie émotionnelle. Le trade est mentalement fatigant. Pas de la manière dont le travail physique est fatigant, mais d'une manière plus difficile à reconnaître et donc plus difficile à gérer. Quand vous tradez, votre cerveau fonctionne constamment. Il processe l'information, gère les émotions, fait des décisions, contrôle les positions, évalue les risques. Il brûle une énorme énergie mentale, même si vous êtes assis à un bureau. La plupart des traders ne comptent pas pour ça. Ils restent à l'écran pendant 10-12 heures. Ils tradent quand ils sont fatigués. Ils tradent quand ils sont stressés par quelque chose qui n'est pas lié au marché. Ils tradent quand ils sont malades. Ils traitent le trading comme un travail de fabrique où vous vous présentez et vous mettez les heures. Mais le trading n'est pas comme ça. La qualité de vos décisions dépend entièrement de la qualité de votre état mental. Et votre état mental dégrade au fur et à mesure du jour. Votre décision de faire 3 heures du matin après une longue session active est considérablement pire que votre décision de faire 9 heures du matin quand vous êtes frais et clair. Les traders élites comprennent ça et structurent leur trading de façon adéquate. Ils savent à quel moment du jour ils font le meilleur. Ils savent combien d'heures ils peuvent maintenir un focus généreux avant que leur bord commence à dégrader. Ils protègent cette fenêtre fortement. Ils ne tradent pas à l'extérieur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un savoir-faire appliqué stratégiquement. Les traders qui tradent pendant 4 heures avec un focus complet et une discipline vont consécutivement outperformer les traders qui s'assoient à leur écran tout le jour, qui grindent par la fatigue et qui diminuent les revenus. Les habitudes qui séparent les traders exceptionnels des traders aveugles sont souvent invisibles. Elles ne sont pas les choses flash. Elles ne sont pas les stratégies complexes. Elles sont les disciplines silencieuses. Les traders qui dorment à un temps consiste, sont arrêtés. Les traders qui exercent parce qu'ils comprennent que leur corps et leur esprit sont connectés. Les traders qui évaluent leurs achats honnêtement, non pas pour se punir, mais pour apprendre. Les traders qui gardent un journal, non pas parce que quelqu'un leur l'a dit, mais parce qu'ils comprennent sincèrement que les modèles de leur comportement sont aussi importants que les modèles du marché. J'ai gardé un journal d'achat pendant des années, pas un logo d'entrée et d'exit, un record de mon état émotionnel, de ce que je ressentais avant un achat, de ce que les pensées passaient dans mon esprit, de ce que les circonstances étaient quand j'ai fait mes meilleures décisions et mes pires. Ce journal m'a appris plus sur l'achat que sur n'importe quel chart ou n'importe quel livre, parce qu'il m'a révélé les modèles. Et voici ce que j'ai trouvé. Mon pire achat a presque toujours eu lieu dans des circonstances prédictables. Après un cercle d'avancée, quand ma confiance a tombé en déconfiance. Après un cercle de perte, quand j'essayais de me réparer, quand j'ai dormi mal, quand j'étais distraité par quelque chose qui se passait dans ma vie personnelle, quand j'étais assis à mes écrans pour trop longtemps. Le marché n'a pas changé dans ces moments. J'ai changé, et sachant que tout a changé, parce qu'une fois que j'ai pu voir les modèles clairement, j'ai pu commencer à faire quelque chose d'entre eux. J'ai pu reconnaître quand j'étais dans un état de compromis. J'ai pu faire des meilleures décisions sur si j'allais acheter du tout. J'ai pu arrêter de blâmer le marché pour ce qui se passait à l'intérieur de ma propre tête. J'ai passé par des décisions qui m'ont posé des questions sur si je devais continuer à acheter du tout.
Pas parce que mon système avait arrêté de fonctionner, mais parce que le poids émotionnel des pertes était tellement élevé que je ne pouvais plus voir clairement. J'étais en train de prendre des décisions d'un endroit de douleur et de désespoir plutôt que de clarté et de processus. La solution n'est pas d'essayer plus fort dans ces moments. Essayer plus fort quand ton état émotionnel est compromis est comme essayer de conduire plus vite quand tes pneus sont plats. Tu feras juste plus de dégâts. La solution est de ralentir. Réduis ta taille. Parfois arrête de trader complètement pendant un jour ou deux. Laisse ton état émotionnel s'arrêter. Laisse la poussière s'arrêter. Retourne au marché nouveau. Cela prend une énorme discipline parce que l'impulse émotionnel dans un dérèglement est de trader plus, pas moins. Pour récupérer les pertes plus vite. Pour montrer à toi-même et au marché que tu es toujours capable. Mais cet impulse est l'une des forces les plus destructives dans le trading et apprendre à l'abandonner est l'une des plus importantes compétences que tu peux développer. Le management des risques est là où la psychologie et le trading pratique se rencontrent. Et je ne veux pas dire le management des risques dans le sens du texte de garder ta taille de position appropriée. Je veux dire ça dans un sens plus profond. Je veux dire l'entendre que comment tu gères les risques est une réflexion directe de comment tu gères ton état émotionnel. Quand je trade avec une taille de position qui est trop grande pour mon compte, je ne prends pas seulement des risques financiers. Je prends des risques psychologiques. Je fais que c'est presque impossible de penser clairement parce que chaque bout de mouvement a un impact physique sur mon état. Chaque petit mouvement contre moi trigue la réponse de peur. Chaque moment où le trade fonctionne, je suis effrayé que ça revienne. Je ne peux pas voir le marché clairement parce que tout ce que je peux voir est l'argent. Quand je trade avec une taille de position qui me permet de respirer, quelque chose de remarquable se passe. Je peux voir le marché. Je peux regarder l'action du prix avec un peu d'objectivité. Je peux laisser le trade se développer sans paniquer à la première seconde de l'adversité. Je peux tenir plus longtemps parce que je ne suis pas effrayé de donner de revenus. Le vrai but du management des risques n'est pas seulement de protéger ton compte. C'est de protéger ton esprit. C'est de te garder dans un état où tu peux prendre des bonnes décisions. Parce que je suis calme, un trader clair couché avec une taille modeste va outperformer un brillant mais émotionnellement volatile trader à chaque fois. Et ça se connecte directement au rôle de la patience. Une des choses que j'ai remarqué au cours de plusieurs années, c'est que la majorité de mes meilleurs trades viennent de l'attente. Pas de l'activité constante, pas d'être dans le marché tout le jour, regarder chaque tic. Ils viennent de se sélectionner prudemment, de l'attente pour les conditions que j'avais identifiées, de ne pas remplir le temps avec les trades juste parce que j'étais assis là-dessus devant les écrans. L'overtrading est l'un des détruits les plus communs de la performance de l'entreprise. Et ce n'est pas primairement un problème financier, c'est un problème psychologique. L'overtrading vient de la boredom, du besoin de faire quelque chose, du désespoir d'être assis au cash pendant que le marché bouge, du peur que vous manquiez de quelque chose, du besoin de se sentir productif, de sentir que vous gagnez votre temps à la table. Mais la vraie performance de l'entretien a souvent l'air de rien. Il a l'air d'un professionnel assis doucement, en regardant, en attendant. Puis en bougeant avec précision quand le moment arrive. Puis assis doucement encore. Le travail est invisible à l'observeur extérieur parce que tellement de lui est mental. Tellement de lui est le travail de ne pas agir. Je me souviens de plusieurs périodes où j'étais assis pendant des heures sans prendre un seul marché. Pas parce qu'il n'y avait aucun mouvement. Il y a toujours du mouvement. Mais parce que le mouvement que je voyais ne correspondait pas à mes critères. Et ces jours-ci qui étaient calmes et disciplinés, étaient souvent plus valables que les jours actifs. Parce que je protégeais mon bord. Je ne le diluisais pas avec des marchés, je attendais les situations où les conditions favorisaient mon approche. Les meilleurs acheteurs que j'ai jamais vus tous partagent cette qualité. Ils sont sélectifs. Ils peuvent s'asseoir pendant longtemps sans agir. Ils n'ont pas peur d'une activité. Ils comprennent que parfois, le meilleur marché que vous pouvez faire est celui que vous choisissez de ne pas prendre. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui n'est rarement discuté dans l'éducation mais que je considère absolument essentiel. Protégez votre énergie émotionnelle. Le marché est mentalement fatigant. Pas dans le sens où le travail physique est fatigant, mais dans un sens qui est plus difficile de reconnaître et donc plus difficile de gérer. Lorsque vous traitez, votre cerveau fonctionne constamment. Il processe l'information, gère les émotions, fait des décisions, contrôle les positions, évalue les risques. Il brûle énormément de l'énergie mentale, même si vous êtes assis à un bureau. La plupart des acheteurs ne comptent pas pour cela. Ils restent à leur écran pendant 10-12 heures. Ils achètent quand ils sont fatigués. Ils achètent quand ils sont stressés sur quelque chose qui n'est pas lié au marché. Ils achètent quand ils sont malades. Ils traitent l'achat comme un travail de fabrique où vous vous montez et vous mettez les heures. Mais l'achat n'est pas comme ça. La qualité de vos décisions dépend entièrement de la qualité de votre état mental. Et votre état mental dégrade au fur et à mesure du jour.
Votre décision de faire 3 heures dans l'après-midi après une longue session active est considérablement pire que votre décision de faire 9 heures le matin quand vous êtes frais et clair. Les acheteurs élites comprennent cela et structurent leur achat d'accord. Ils comprennent l'heure du jour qu'ils font le mieux. Ils comprennent combien d'heures ils peuvent maintenir un focus généreux avant que leur bord commence à dégrader. Ils protègent cette fenêtre fortement. Ils ne traitent pas à l'extérieur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un self-knowledge appliqué stratégiquement. L'acheteur qui traite 4 heures avec un focus et une discipline va consistantement outperformer l'acheteur qui s'assoit à son écran tout le jour, grindant par fatigue et diminuant les revenus. Les habitudes qui séparent des acheteurs exceptionnels des acheteurs d'une moyenne sont souvent invisibles. Ils ne sont pas les choses flambées. Ils ne sont pas les stratégies complexes. Ils sont les disciplines. L'acheteur qui dort à un temps consistant, est donc arrêté. L'acheteur qui exerce parce qu'il comprend que son corps et son esprit sont connectés. L'acheteur qui revient ses achats honnêtement, pour ne pas se punir, mais pour apprendre. L'acheteur qui garde un journal, non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce qu'ils comprennent sincèrement que les modèles dans leur comportement sont aussi importants que les modèles dans le marché. J'ai gardé un journal d'achat pendant des années, pas un logo d'entrée et d'exit, un record de mon état émotionnel, de ce que j'étais en train de ressentir avant un achat, de ce que les pensées se passaient dans mon esprit, de ce que les circonstances étaient quand j'ai fait mes meilleures décisions et mes pires. Ce journal m'a enseigné plus sur l'achat que sur n'importe quelle charte ou n'importe quel livre, car il m'a révélé les modèles dans moi. Et voici ce que j'ai trouvé. Mon pire achat s'est presque toujours passé dans un état predictable de circonstances. Après une ligne d'échec, quand ma confiance s'est tapée dans l'inconfidence, après une ligne de perte, quand j'essayais de me récupérer, quand j'ai dormi mal, quand j'étais distraité par quelque chose qui se passait dans ma vie personnelle, quand j'étais assis à mes écrans pendant trop longtemps, le marché n'a pas changé dans ces moments. J'ai changé, et je sais que j'ai changé tout. Parce qu'une fois que j'ai pu voir les modèles clairement, j'ai pu commencer à faire quelque chose à propos d'eux. J'ai pu me reconnaître quand j'étais dans un état de compromis. J'ai pu faire de meilleures décisions sur si j'allais acheter du tout. J'ai pu arrêter de blâmer le marché pour ce qui se passait à l'intérieur de ma tête. Le mindset d'un acteur élite dans l'achat n'est pas un état constant d'excitement ou de motivation. C'est quelque chose d'une espèce de confiance rassurée. Une croyance dans votre processus qui n'a pas besoin d'une validation externe. Vous n'êtes pas excité quand vous gagnez parce que vous avez attendu la stratégie de produire des gains au cours du temps. Vous n'êtes pas dévasté quand vous perdez parce que vous avez aussi attendu la stratégie de produire des pertes au cours du temps. Cette équivalence émotionnelle n'est pas de la naïveté. Vous vous souciez de l'échec. Vous voulez toujours faire bien. Mais vous n'êtes pas dépendant d'un seul échec pour vous sentir bien et pour vous sentir bien au cours du temps. Vous n'êtes pas dépendant de votre profit et de votre perte pour le jour. Votre identité est dépendante de votre processus, de votre discipline, de votre engagement à exécuter bien. C'est une manière très différente d'expérimenter le trading. Et ça prend du temps à construire. Ça ne vient pas d'écrire un livre ou de regarder un vidéo. Ça vient d'accumuler l'expérience, de passer par les moments difficiles et de sortir de l'autre côté, de construire un record de track avec vous-même, de prouver à toi-même, à travers tes propres actions, que tu peux rester discipliné quand c'est difficile. C'est pourquoi le chemin vers la performance de l'affaire est long. Pas parce que les stratégies sont compliquées, mais parce que reconstruire ton relationnement avec l'incertitude, avec la perte, avec ton propre peur et ton ego, prend du temps généreux et du travail généreux. Je veux parler directement à toi maintenant. Si tu es au début de cette voyage, ou quelque part au milieu difficile de cette voyage, le fait que tu es en train de s'entraîner avec tes émotions dans le commerce ne signifie pas que tu es faible. Cela ne signifie pas que tu n'es pas déterminé pour cela. Cela signifie que tu es humain. Chaque commerçant professionnel que tu aies jamais admiré est passé par ce que tu es en train de passer. Ils ont juste continué. Ils n'ont pas abandonné la première fois qu'ils ont découvert que le commerce était plus difficile que ce qu'ils avaient prévu. Ils n'ont pas quitté quand un délai les a fait demander tout. Ils sont restés. Ils ont appris. Ils ont ajusté. Pas leur stratégie. Eux-mêmes. Le marché sera toujours incertain. Cela ne change jamais. L'église que tu cherches ne sera pas trouvée dans un nouvel indicateur ou un nouvel système. Elle sera trouvée dans ta capacité à opérer calmement et clairement dans le milieu de l'incertitude. Dans ta capacité à prendre une perte sans qu'elle ne devienne une histoire de ta valeur. Dans ta capacité à s'asseoir et attendre quand il n'y a rien à faire. Dans ta capacité à agir décidément et sans hésitation quand le moment que tu as attendu finit d'arriver. Je veux te laisser avec quelque chose que j'ai dit de nombreuses fois, quelque chose qui m'a pris des années pour vraiment comprendre à un niveau profond. Le marché n'est pas là pour te donner de l'argent. Le marché est là pour transférer de l'argent de l'émotionnellement réactif à l'émotionnellement discipliné. Chaque commerce que tu fais est un transfert de capital d'une main à l'autre. La direction de ce transfert est déterminée presque entièrement par la psychologie.
par celui qui panique et qui reste calme, par celui qui seconde et qui exécute, par celui qui chasse et qui attend, par celui qui gère son risque et qui gâche avec lui. Les gens sur le côté gagnant de ce transfert ne sont pas nécessairement plus intelligents que toi. Ils ne sont pas plus analytiquement donnés. Ils n'ont pas accès à de meilleures informations. Ce qu'ils ont est une relation différente avec eux-mêmes. Ils ont fait le travail dur d'entendre comment leur esprit opère sous pression. Et ils ont construit les habitudes et les disciplines qui les permettent de performer même quand leurs émotions crient à eux pour faire la mauvaise chose. C'est le jeu réel. Et ça a toujours été le jeu réel. Tout le reste est bruit. L'open le plus grand que tu aies rencontré dans ta carrière de commerce n'est pas une institution de l'autre côté de ton commerce. Ce n'est pas le marché lui-même. Ce n'est pas de la mauvaise chance ou de la mauvaise timing ou d'une stratégie fausse. L'open le plus grand que tu aies rencontré, le plus formidable, le plus indépendant, celui qui sait toutes tes faiblesses et qui va les utiliser contre toi sans merci, c'est la personne assise dans ton siège. La question est si tu es prêt à faire ce qu'il te faut pour maîtriser cet open. Pas de les défendre, pas de détruire la peur et le doute et l'ego, mais de les comprendre assez profondément pour qu'ils ne contrôlent plus vos décisions. C'est le travail, c'est la voyage, c'est ce qui fait de la performance de l'entreprise actuelle.